What is up, family? We have another Patreon request. We got Astrono Geek qui va nous aider avec la question: quelle est la probabilité de l'existence des extraterrestres? Haven't we done like 20 videos of this already? But this is a little bit different. This is actually just like, not are they on planet Earth? Have we seen them? Has the Army seen them? Has the Air Force seen them? Has France seen them? Has the United States seen them? Has London seen, England, Britain, that's the same country. Just pick a country. Have they seen them? No, that's not what this is about. This is, what is the probability that they even exist? It's probably very low. But I believe somewhere out there's got to be life form of something. Now that we know there's billions of planets. It's not like 12. There's not like 20. There's not 100. There's billions of planets. And now they figured out there's probably multi-galaxies. What we consider a galaxy, there might be a whole other. Now they're saying there's billions of galaxies. So, I mean, our little brains aren't equipped to understand the size of space, the universe. Just can't function, just can't comprehend the insanity of space needed for all this to exist. So you're telling me, out of everything I just explained, we're the only human beings on the planet? We're the only life form? Us, animals, insects, all here on Earth? On one planet? I find that hard to believe. But I understand why they're not visiting. Oh, that I understand. You know, he reminds me of doing that. What's his name? That's Homer Simpson's boss. You know what I'm talking about? Mr. Burns, that's it. Il est temps qu'on parle d'extraterrestres. Oh. Alors j'en ai déjà beaucoup parlé, entre les ovnis, les crop circles et le reste, mais j'ai toujours abordé le sujet sous un angle anti-conspi. En gros, le but était plus de démonter des croyances que d'apporter de nouvelles connaissances. Enfin bon, si, savoir que les crop circles c'est du bullshit, c'est aussi une connaissance sur le sujet. Du coup, on m'a beaucoup reproché cet angle d'attaque, que je suis un incroyant, un inculte, un cerveau droit, que j'ai pas assez de ressenti, que je suis payé par la NASA. Putain, ça ferait tellement bien ça sur le CV en vrai. Ou encore que j'y connais juste rien. Alors aujourd'hui, j'entame une série de vidéos dédiées aux extraterrestres. Aux vrais. Et aux vraies connaissances que l'on a sur le sujet. Parce que la vie extraterrestre, c'est un domaine de la recherche scientifique bien réel, et ce sont ces connaissances-là qui m'ont fait acquérir la conviction que les histoires d'ovnis, c'est de la merde. Donc on va en parler, et je vais m'efforcer de vous donner, en ces quelques vidéos, un maximum de clés pour comprendre où en est la recherche aujourd'hui pour ce qui est de la vie extraterrestre. Mais avant, je dois enterrer un truc une bonne fois pour toutes. J'ai fait preuve du plus de bienveillance que je pouvais dans les vidéos précédentes où j'ai traité du sujet, ce qui ne m'a pas empêché de m'attirer les foudres de tous les croyants du domaine. Alors avant de commencer, je voudrais clore le sujet OVNI à la manière astronomique. La petite voix. Oui. Oui. Démarre la procédure de lancement. Ok. Bonjour et bienvenue au centre spatial Arnaud-Thierry pour cette retransmission en direct du lancement de la fusée Condescendance 4 qui embarque aujourd'hui le satellite Melon, battant ainsi le record du lancement du plus gros satellite géostationnaire, ainsi que 2 satellites de la constellation Cheville, satellites de taille plus modeste mais qui sont amenés à rejoindre une constellation de satellites qui grandit de plus en plus. Le lanceur Condescendance 4 est le fruit de la collaboration entre le programme spatial Astronogeek, son ego et son nombril étant le dernier à avoir fusionné avec le groupe depuis qu'Astronogeek est devenu, je cite, une grosse chaîne plus comme avant, fermez les guillemets.
Le lanceur Condescendance 4 est construit selon l'architecture de Condescendance 3, dont il est le digne héritier. Condescendance 3 qui avait cependant rencontré quelques difficultés, notamment dues à la météo capricieuse et à la présence de la team premier degré sur le pas de tir. Mais nous arrivons en ce moment même à la fin du compte à rebours, aussi je vous laisse avec la voix du directeur des opérations. Très bien, messieurs, nous sommes à moins d'1 minute du lancement. Communication, télémétrie, météo, condescendance, vulgarité, ignorance, grosse tête, propulsion, témoin 15 secondes, tout est paré au lancement. Témoin 10, 9, 8, guidage en interne, 6, 5, 4, début de la séquence d'allumage, unité, allumage. Nous attendons les 7 secondes réglementaires pour que ça monte au cerveau des cons et... Décollage de Condescendance 4 avec à son bord le gros melon et les chevilles. Tous les paramètres sont au vert, la pression dynamique est de 25 millions de boris. La trajectoire est pile dans l'axe. Tout est en ordre pour la mise en orbite de la vidéo. Bravo à toute l'équipe pour ce travail formidable. À vous les studios. Bien. Les histoires d'OVNI, c'est du bullshit. Elles sont toutes Bullshit? du bullshit. I agree. Sans exception. Ici. Y compris la fois où vous avez vu un truc bizarre. Vous n'avez rien vu d'étrange. Vous avez vu un truc normal que vous ne connaissiez pas et vous avez cru que c'était étrange, mais ça l'était pas. Les organismes sérieux du type GEPAN ont d'abord cherché des traces tangibles d'OVNI avant de se rendre compte qu'aucune n'était valide. Et là, ils ont commencé à faire des études socio-psychologiques. Quant aux organismes moins sérieux qui se contentent de répertorier des milliers de témoignages d'apparitions d'OVNI sans en chercher la cause ou une explication rationnelle, c'est des guignols. 1000 témoignages bidons, ça fait pas un témoignage valide. Quand vous envoyez un truc au GEPAN, ils vérifient sérieusement si c'est vrai. Et à chaque fois qu'ils ont un cas sérieux, ils font une enquête. Parce que c'est leur boulot. Mais comme à chaque fois, ça se révèle être de la merde, tous vos témoignages finissent dans des études sociologiques qui cherchent à comprendre pourquoi vous vous obstinez à voir des trucs là où il n'y a rien et pourquoi vous confondez des trucs naturels avec ce que vous avez vu dans le dernier film de SF ou le torchon de Sahukière ou de Grimaud. Et venez pas me casser les couilles avec les cas bizarres ou inexpliqués qui ne sont bizarres ou inexpliqués que sur les sites aux méthodes de recherche douteuses. Les photos trop floues pour voir ce que c'est de la merde et je me suis déjà assez étendu sur le sujet. Les histoires d'OVNI sont toujours de la couille pour une bonne raison. Si tu découvres des extraterrestres, tu as le prix Nobel direct. Et je pense même qu'on te le file 2 fois. Et pourtant, les centaines de milliers de scientifiques qui se penchent sérieusement sur le sujet depuis des décennies n'ont toujours rien trouvé. Qu'il s'agisse de simples bactéries ou d'êtres infiniment plus développés que nous, personne, je dis bien, personne n'a rien trouvé. Et si quelqu'un a trouvé quelque chose et que c'est secret, c'est juste en attendant de confirmer la découverte avant de la publier et de devenir aussi célèbre qu'Einstein. L'un des nombreux buts de la plupart des missions martiennes, c'est de trouver des traces de vie là-bas. On cherche des acides aminés sur les comètes pour savoir si elles ont quelque chose à voir avec l'apparition de la vie, et ne parlons même pas de SETI qui tourne depuis les... It's too close. It's too close. I agree with everything he's saying. I just believe there's a whole other universe that we can't understand. We can't even communicate. It's not now, really. Around here, I get it. This again, I told you. Even if they could reach us, they don't want to. We're just humans. We're a disaster, basically. Nobody needs to visit us. Les années 50 sur des fonds publics, qui fait appel à la collaboration de quiconque le souhaite et qui cherche à capter un signal extraterrestre. Toutes ces recherches, c'est du fric public comme privé, c'est des publications scientifiques, et le tout au vu et au su de quiconque prend la peine de s'y intéresser. La recherche de la vie extraterrestre est l'un des buts totalement avoués de la NASA, qui ne s'embarrasse d'ailleurs pas de faire des annonces sensationnalistes pour grappiller un peu de budget ça et là. Alors, sachant que la communauté scientifique internationale est activement à la recherche de la vie extraterrestre et que les mecs sont tellement vénères qu'ils sont capables de détecter une onde gravitationnelle qui fait 1/1000 de la taille d'un atome, qu'ils fabriquent une machine de 27 km pour détecter la particule de Higgs, ou encore qu'ils contrôlent un robot qui se trouve à 6 milliards de kilomètres de distance, mieux que tu changes une chaîne sur ta télé, que leurs antennes sont si sensibles qu'elles pourraient détecter une station de radio amateur à 30 années-lumière d'ici, et que la NASA elle-même, qui tombe régulièrement dans le sensationnalisme, ne daigne même pas jeter un œil au cas d'apparition d'OVNI, franchement, il est temps de se poser de réelles questions sur leur véracité.
Ouais, mais tu vois, les extraterrestres sont dans la 5e dimension, donc pour communiquer avec eux, il faut des médiums qui calculent les bovies. That's what I'm basically saying, but not with a medium and not bullshit like that. But I mean, I don't know. Do you really think we're the only living thing in the universe? Once that we understood, listen, there's a little more than just Pluto, Neptune, Earth, Jupiter, Saturn. You know what I'm saying? Go through the list. My favorite, Uranus. But now that we realize those planets are bullshit compared to what's out there, I don't know. There might be another Earth with a whole other set of humans. But it's just, you know what I'm saying? They're like not even Star Trek could find them. Not even warp speed would get to them. You know what I mean? Because the universe it's infinite. It's infinite. Or we just don't have the technology to prove, well, guess what? After 10,000 years of flying, the spaceship crashed into a blank wall in space. That was the end. There was nothing left after that. But no, we don't have technology, so not even Astro could tell you. Not even he could debunk that there's a galaxy out there that's just too far away for us to ever even comprehend. But there's people or other living things somewhere out there. Somewhere. But he's right. Over here in our circle, there doesn't seem to be shit. Tu vois, et après... tu fais quoi là? Rien du tout, je te rassure, mais ça pourrait être une idée quand même de te mettre à courir très vite et en zigzag. Traitez-moi de condescendant autant que vous voulez. Mais les gens, va falloir raccrocher maintenant avec ces histoires d'ovnis. C'est un putain de cul-de-sac. Et tant que vous resterez coincé là-dedans, vous n'avancerez pas dans votre objectif de découvrir si oui ou non la vie extraterrestre existe. Peu importe l'origine des phénomènes ovnis, tous ceux qui sont arrivés jusqu'à maintenant n'ont aucun lien avec la vie extraterrestre. Aucun. Ce sont des constructions socio-psychologiques autour de phénomènes banals et alimentés par la SF et les milieux complotistes qui vous font voir des vaisseaux extraterrestres là où il n'y a que des photos floues et des conjectures improbables. Et pensez bien que des mecs qui arrivent à trouver le boson de Higgs auraient déjà détecté des êtres de lumière à 12 millions de bovis. Mais entre les radars, les observations visuelles, les écoutes radio et tout le reste, rien n'a été trouvé. Nada. Pot de balle. Désolé si je prends plus de pincettes, mais j'ai essayé par le passé et ça marchait pas. Laissez-moi vous dire un truc, c'est que le jour où une véritable découverte sera faite, elle ne sera pas cantonnée aux sites complotistes. Elle fera la une de tous les journaux. Vous pouvez en être certain. Oh oui. Qu'il s'agisse d'un programme public à coups de millions de dollars ou d'un petit chercheur indépendant dans son garage, que ce soit une sonde qui trouve une bactérie ou SETI qui capte un signal artificiel, ça ne passera pas inaperçu. Du tout. Depuis le temps que notre société est obsédée par les ovnis, la découverte d'extraterrestres sera sûrement la première publication au monde qu'on verra à la fois dans la revue scientifique Nature et dans le torchon Closer. Et je suis même sûr que le jour où ça arrivera, les complotistes crieront au complot. Donc je veux fermer le débat une bonne fois pour toutes sur cette chaîne. Non, on n'a pas encore découvert de vie extraterrestre. Non, personne sur un obscur site conspi n'a de preuves valables. Non, le gouvernement américain ne cache pas de petits gris dans la zone 51. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour vous le démontrer. Maintenant, si vous êtes encore bloqué sur une histoire d'ovni, je peux plus rien pour vous. Contrôle, ici la salle des communications. Le radar de la team second degré nous indique que le tir de condescendance s'est déroulé sans problème. Melon et Cheville sont en orbite. Nous recevons les premiers pings de la team premier degré. Ping? Le premier jeu arrive dans l'espace commentaire. Bravo à tous pour votre formidable travail. Voilà. You know what we need to show Astro Geek? We need to show him the wonderful video of the people that gather together. It's almost like a cult in I forgot what stadium. It's a very small little theater somewhere in I forgot where the hell it is. And they all get together, and inside it's built like Star Trek. We saw this video. Do you remember the video? I forgot. Of course, I forgot the name. But the woman, she closes her eyes and she could speak to the aliens. You know what I'm talking about, that video? She spoke to them, Astro. Oh, damn, you look high as hell. Hold on. Voilà, that's shit. Sorry. Damn. Maybe, well, anyway.
she was speaking to them, and she could tell you all about them. She had proof and everything. She even went and visited them, and then they brought her back. Astro should really see that. He should see that video. What do you think? I mean, I think maybe that would change his mind. That would maybe change his mind, I think. I think he would finally say, son of a bitch, you actually talked to the aliens? Wow. Maybe that would change. I think it would. We have to make him watch that video. Ça, c'est fait. Ouais. Maintenant, Non? Bon, non. j'ai envie de parler de ce que la communauté scientifique sait vraiment sur la vie extraterrestre. Reprenons avec le programme SETI pour Search for Extraterrestrial Intelligence. Le postulat de base de ce programme est simple. Rien que dans notre galaxie, il y a entre 100 et 400 milliards d'étoiles. Ça fait beaucoup d'étoiles. On peut donc se dire que statistiquement, il doit forcément y avoir une autre forme de vie intelligente ailleurs, et que comme nous, elle communique avec ses semblables par ondes radio. Donc, si on écoute le ciel, on est susceptible de capter un signal venant d'une autre civilisation. Sauf qu'on n'entend rien. Alors par le passé, on s'est bien fait quelques fausses joies avec notamment les pulsars ou bien le signal WOW dont j'ai déjà parlé et pour lequel on a découvert depuis qu'il est probablement issu d'une comète. Mais sinon, on n'a rien de tangible. Et ça, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi. J'en ai déjà parlé, mais je vous le refais en vitesse. En 1950, à Los Alamos, le prix Nobel de physique Enrico Fermi discute à la cafette avec quelques collègues de la possible existence de civilisations extraterrestres et en vient à la conclusion que si une civilisation existait à l'échelle galactique, on aurait déjà dû l'entreapercevoir. Ce paradoxe a donné naissance à tout un tas de tentatives d'explication pour justifier notre absence d'observation. Ça aussi j'en ai déjà parlé, mais les explications les plus fun sont aussi les moins crédibles. Dans cette série de vidéos, on va explorer les plus sérieuses, mais une chose après l'autre. D'abord, et pour poser certaines bases, on va s'intéresser à Frank. Frank, c'est l'un des instigateurs du programme SETI. Et Frank, lui aussi, s'est retrouvé démuni devant le silence des extraterrestres. Alors il a décidé qu'avant de continuer à écouter le ciel, il fallait d'abord voir si ça en valait la peine. Lors d'une conférence donnée à Green Bank en 1961, il va présenter à ses collègues une équation de son cru, dont le but est de donner une estimation du nombre de civilisations qui devraient se trouver dans notre galaxie. Même s'il y a des centaines de milliards d'étoiles dans la nôtre, on ne peut pas juste partir du principe que chaque étoile possède une planète habitée. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il faut affiner un peu les calculs. Frank, c'est Frank Drake, et l'équation, c'est celle qui porte son nom. Que voici. Ok, alors balancer comme ça, c'est peut-être un poil indigeste, donc on va commencer par bien la dégrossir pour l'apprivoiser, et pour ça, on va avoir besoin d'un matheux. Alors, à qui pourrais-je faire appel ? Est-ce que je connais un matheux qui pourrait m'aider ? Ah tiens Nathan, bah tu tombes bien, j'ai une question pour toi. Arnaud, je suis quelqu'un de très occupé, mais dis-moi, qu'est-ce que je peux pour toi ? Est-ce que tu connaîtrais pas par hasard un matheux qui pourrait m'aider à expliquer l'équation de Drake ? Je vais vous raconter une chouette histoire. C'est un barbu français qui en a une petite, mais qui pour compenser fait des vidéos sur YouTube. Un jour, il entre dans un bar et il rencontre... Donc ceux qui viennent de la chaîne de Nathan savent normalement déjà ce qui se cache derrière cette équation bien velue. Pour les autres, je vais vous laisser mettre la vidéo en pause pour aller y jeter un petit coup d'œil, puisque cette vidéo est en 2 parties, et que l'explication de l'équation de Drake se trouve chez votre statisticien préféré. Histoire que vous ayez bien le temps de mettre pause et d'aller sur ma chaîne, on va passer les 30 prochaines secondes à regarder un chat qui fait sa toilette. C'est parti. Ah oui. C'est amusant. Voilà. And then they throw up the hairball. Wonderful. And then we have to clean it up. Vous avez mis pause et été voir ma chaîne ? Si pas, il vous reste encore quelques secondes. Sur sa chaîne. Donc résumons. Pour déterminer le nombre de civilisations capables de communiquer Hey, that looks a little bit. Ça c'est un peu comme une non. Oh, c'est dégueulasse. par onde radio dans la galaxie, on a le nombre d'étoiles dans la galaxie, entre 100 et 400 milliards, la fraction de ces étoiles qui possèdent des planètes, on pense que cette fraction est assez grande,
Le nombre moyen de planètes capables d'abriter la vie dans les systèmes stellaires retenus jusqu'ici, un nombre qu'on a du mal à estimer, Oh. la fraction de ces planètes habitables où la vie va concrètement apparaître, la fraction de ces planètes habitées où une forme de vie intelligente va émerger, et enfin, la fraction des planètes habitées par une forme de vie intelligente qui, comme nous, va découvrir la communication par ondes radio. Ce que ces 3 dernières fractions valent, on n'en a en fait aucune idée. Donc ça, c'est ce que Nathan vous a présenté sur sa chaîne. Mais en réalité, c'est pas l'équation de Drake originale, mais une version vulgarisée. Parce que Drake, lui, il a aussi voulu prendre en compte qu'une civilisation, ça a un début, mais aussi une fin. Et que rien que sur Terre, le cimetière des civilisations, il est déjà bien rempli. La grande question, c'est de savoir quand cette fin arrive pour une civilisation qui communique par ondes radio. De ce qu'on en sait, il n'est pas impossible que sur Proxima b, à 4 années-lumière d'ici, une civilisation communicante se soit développée avant de brutalement s'éteindre il y a, mettons, 150 ans, juste avant que nous ne découvrions la radio. Notre galaxie est très loin d'être un objet statique. Chaque année, une dizaine de nouvelles étoiles s'y forment et certaines seront peut-être un jour le berceau d'une forme de vie intelligente capable de communiquer par ondes radio. Ce n'est pas particulièrement intuitif, mais ce que Drake a très vite proposé dans son équation, c'est d'éclater le premier terme que j'ai présenté en 2 nouveaux termes. Le nombre de nouvelles étoiles par an et la durée de vie moyenne d'une civilisation communicante en années. Avec 10 étoiles par an et une durée de vie moyenne très optimiste de 10 à 40 milliards d'années pour toute civilisation communicante, on retombe bien sur un nombre compris entre 100 et 400 milliards d'étoiles. Et maintenant, Nathan, j'aimerais bien que tu nous expliques pourquoi on peut rien tirer de cette équation. On le sait, la marge d'erreur sur de nombreux termes est gigantesque. Rien que les 3 derniers termes sont impossibles à correctement estimer, et à part qu'ils sont tous plus grands que 0, on n'a aucune certitude. Mais c'est également le cas pour la durée de vie moyenne d'une civilisation communicante, car il faut bien réaliser qu'entre le chercheur qui pense que cette durée de vie moyenne est de 500 ans et celui qui pense que cette durée de vie est de 50 000 ans, on obtient un résultat radicalement différent, le second estimant qu'il y a 100 fois plus de civilisations communicantes que le premier. C'est tout le paradoxe de cette équation. Elle essaye de déterminer si oui ou non nous sommes seuls dans la galaxie, mais pour pouvoir correctement l'évaluer, nous allons en gros devoir supposer si oui ou non nous sommes seuls dans la galaxie. Ça tourne en rond. Un chercheur optimiste, qui croit que la durée de vie moyenne d'une civilisation communicante est gigantesque, qui croit que la vie finit toujours par apparaître sur une planète habitable, et qui croit aussi que la vie évolue toujours vers une espèce intelligente et capable de communiquer, arrivera à la conclusion que nous ne sommes pas seuls. Wow. Et à l'inverse, le chercheur pessimiste arrivera à la conclusion que nous sommes seuls. Cela pourrait être tentant de dire que la vérité est probablement entre ces 2 opinions extrêmes. Mais ça, c'est pas un argument, et il y a même un terme pour désigner cette erreur de raisonnement, le sophisme du juste milieu. Attention, il y a bien sûr des cas de figure où effectivement la vérité tombe entre 2 opinions extrêmes, mais on ne sait pas savoir ça à l'avance. Le projet SETI est né d'une génération de chercheurs qui a résolument voulu regarder l'équation de Drake avec optimisme, et ça j'aime bien. Mais en réalité, ces chercheurs n'ont pas tellement d'arguments pour justifier le projet, ce sont simplement des rêveurs. Et pour que vous puissiez vous aussi un peu rêver, je vais vous donner maintenant quelques pistes afin de construire votre propre estimation optimiste du résultat de l'équation de Drake. Le nombre de nouvelles étoiles par an dans la galaxie, Nathan l'a dit, c'est environ 10. Bon, le chiffre exact est toutefois encore un peu incertain et on trouve beaucoup de papiers de recherche qui estiment ce chiffre plus bas. Si vous voulez jouer aux optimistes, mettez ici une valeur de, 20, 30 pour les très optimistes. La durée de vie moyenne d'une civilisation communicante, le chercheur Michael Shermer l'estime à 420 ans. Pour dire ça, il s'est basé sur la durée d'existence des grandes civilisations historiques. Sauf que bon, on peut pas juste prendre la date de la chute d'un empire pour estimer qu'il disparaît. Les gens qui le constituent, eux, ils disparaissent pas plus que la technologie du dit empire qui est juste récupérée par le suivant. On peut donc aussi se poser la question des désastres mondiaux, et l'apocalypse nucléaire est souvent citée. Sauf que bon, on n'est pas à Hollywood et les estimations sérieuses des pertes humaines en cas de guerre nucléaire ne montent pas à plus de quelques centaines de millions. Bon, c'est beaucoup, c'est ignoble, mais bon, avec une mise de départ de 8 milliards, bon, ça va. Oui, c'est pas toute la Terre qui serait atomisée, mais juste les belligérants et éventuellement leurs alliés. Et même si c'est de gros pays, les frappes seraient surtout concentrées sur les objectifs militaires. Et faut pas trop avoir peur des retombées radioactives non plus. Je vous rappelle que depuis l'invention de la bombe nucléaire, 520 ont été détonés dans l'atmosphère, sans compter les essais dans l'espace, sous l'eau et sous terre. Bon, ça fait déjà du bon conflit nucléaire et pourtant, niveau pollution, ça va, on gère.
Bref, soyons optimistes et considérons la valeur de 100 000 ans pour la durée de vie d'une civilisation. Bon, en vrai, on n'en sait foutre rien, hein, mais pour FP, les étoiles qui ont au moins de planètes, Drake avait choisi 0,5. Mais on peut aujourd'hui supposer que ça monte jusqu'à 1. NE, c'est le nombre de planètes habitables parmi les étoiles avec au moins une planète. Drake avait initialement choisi la valeur 2, et on pensait il y a encore pas si longtemps qu'il avait peut-être bien raison, mais la découverte dans les dernières décennies de beaucoup de géantes gazeuses très près de leur étoile fait dire que la présence de planètes telluriques n'est peut-être pas systématique. On pourra aussi opposer à cet argument que nos techniques de détection nous permettent pour le moment surtout de détecter les grosses planètes, et que les plus petites restent encore à découvrir. En plus, beaucoup d'étoiles sont des naines rouges, qui émettent pour la plupart un violent rayonnement X, qui sont pas terribles pour l'apparition de la vie. De plus, les planètes qui se situent autour de ces étoiles dans la zone où l'eau peut être liquide doivent être tellement près de leur étoile qu'elles subissent alors un verrouillage gravitationnel, avec un côté de la planète cuit en permanence et l'autre complètement glacé. Alors on peut toujours supposer que la vie se développe le long de la frontière entre ces deux côtés, mais si vous ajoutez que le rayonnement de ces étoiles a tendance à souffler l'atmosphère de ces planètes, et que les naines rouges sont sujettes à de violents accès de colère susceptibles de stériliser une planète à peu près à n'importe quel moment, c'est quand même plutôt mal barré dans la plupart des cas. D'un autre côté, on pense aujourd'hui que la vie pourrait aussi se développer sur certaines lunes, ce que Drake n'avait pas envisagé à l'époque. Donc du coup, laissons la valeur de ce terme à 2 quand même, et ne la baissons pas. Terme suivant, FL. En 2002, Charles Lineweaver et Tamara Davis de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud ont estimé à 1/3 les chances que la vie se développe sur une planète où les conditions minimales requises pour la vie sont réunies. Bon, vu le peu de données qu'on a sur le sujet, leur étude pourrait certainement être critiquée. Nous, dans l'optique d'être optimistes, on va placer FL à 1. C'est-à-dire qu'on va considérer l'apparition de la vie comme inévitable dès que les conditions sont réunies. Pour FI, on considère que c'est égal à FC. Parce que pour qu'une civilisation se développe, elle doit passer par une phase d'expansion, notamment pour obtenir des ressources. Donc pour s'étendre, il faut communiquer. Et une fois qu'on s'est étendu sur toute la planète, ça serait très bizarre de se dire qu'on va en rester là. Donc le simple fait d'envoyer une sonde sur la planète voisine implique de balancer quelques signaux radio dans l'espace. FI et FC, on les réunit en général pour leur donner la valeur de 0,01. Vous pouvez mettre un petit peu plus par optimisme, hein, mais vous verrez dans la prochaine vidéo que c'est plus probablement beaucoup moins au regard de notre propre histoire. Voilà. Maintenant, ceux qui le souhaitent, allez-y, calculez ça et dites à Nathan et à moi dans les commentaires combien vous obtenez. Pour les plus fainéants, je vous mets en description le lien vers une infographie interactive de la BBC que j'ai moi-même piquée à David de Science Étonnante. Alors autre sujet, Drake n'est en fait pas le seul à avoir pondu une équation. En 2013, Sarah Seeger en a proposé une nouvelle qui ne cherche pas à déterminer le nombre de civilisations communicantes, mais simplement le nombre de planètes hébergeant une forme de vie ayant marqué l'atmosphère planétaire d'une façon détectable. La présence d'oxygène dans notre propre atmosphère n'est ainsi pas un hasard. Il a été entièrement placé là par des espèces avant nous. Arnaud me dit d'ailleurs qu'il y consacrera une vidéo complète dans le futur. Interpréter la présence ou absence de certains gaz dans une atmosphère reste toutefois délicat. L'oxygène atmosphérique, c'est peut-être la trace d'une vie photosynthétique, mais c'est aussi causé par la décomposition de glace d'eau à cause des rayonnements de l'étoile. Le CO2 atmosphérique, c'est peut-être aussi le résultat de la vie, mais ça pourrait être le résultat d'une activité volcanique intense. En gros, il faut pas se précipiter. L'équation de Seeger n'en reste pas moins intéressante dans sa structure, car elle mimique celle de Drake, et son point de départ est d'ailleurs identique. N étoiles, le nombre d'étoiles dans la galaxie. Sarah Seeger en extrait ensuite la fraction d'étoiles calmes, c'est-à-dire celles qui ne vont pas griller leur planète avec des éruptions stellaires à répétition et qui vont rester stables sur de très grandes durées, laissant une chance à la vie de se développer. De ces étoiles-là, elle va encore extraire la fraction qui possède des planètes telluriques dans sa zone habitable. Elle extrait ensuite du résultat la fraction dont on pourra observer les planètes, puis la fraction qui abrite la vie, et enfin la fraction dont la vie produit des biosignatures détectables de loin. Après, le problème est le même que pour l'équation de Drake. Les marges d'erreur sur certains termes sont tellement énormes que cette équation ne nous avance pas beaucoup. Ouais. C'est de la masturbation intellectuelle, au même titre que l'équation de Drake. Intellectual masturbation. Et sinon, j'ai trouvé ça aussi sur le site XKCD. What? Pour que vous compreniez bien ce que cette équation calcule, parcourons ces différents termes ensemble. W. Je crois maintenant c'est 8.6, I think, or 8.3 billion people. And they already said, I just heard this recently, that the planet Earth, of course,
it's humans that are making these assumptions. But the planet Earth was built with the proper amount of resources for it to continue to work. Because after all, it's pretty important that the planet works and doesn't break. For it to work and provide enough resources for X amount of people, the X amount of people should be, according to their analysis, 2.5 billion people. And then just recently they were like, however, we currently are over 8 billion people. So we have to start figuring out a better way to get resources from the earth without breaking it. A whole different way of getting resources. Because instead of 2 billion people, we're already at 8 point something. I think India's got like 7.8 billion out of those 8. No, I'm just, well, yeah, no, I'm exaggerating. Okay, anyway, so yeah, there's also that to think about. Pretty soon we'll be looking for another planet anyway. I think that's what the true research of Mars is, just in case. Just in case, maybe there's a way we can live up here. But we got to figure it out. I think that's what all the research is about. Oh shit, the video is almost done. P, c'est la population mondiale, environ 8 milliards. CR plus MI, c'est la fraction de 8 milliards d'êtres humains qui ont eu une hallucination ou qui ont vu quelque chose qu'ils pensent à tort être d'origine extraterrestre. TK, c'est la fraction de ces gens qui ne vont pas le garder pour eux. On va dire 1 sur 10. À ce stade, on a le nombre de personnes qui racontent autour d'eux une histoire basée sur une méprise. Disons qu'ils polluent en moyenne 10 personnes. C'est FO. Ce nombre de personnes polluées va maintenant à son tour polluer 10 amis en moyenne en disant qu'ils sont sûrs que c'est un témoignage de première main et qui provient pas ni d'un affabulateur ni d'un menteur, hein. Non, non. Ce que l'on a maintenant, c'est le nombre de personnes polluées en seconde vague. DT, c'est la fraction de ces gens qui ont reçu des détails fantastiques qui n'étaient pas dans l'histoire originale. Et ça, on va dire 90%. We know that part, right? You start telling a secret in a giant circle, and you try to find out what the secret is by the time it goes to the last person. You ever do that? You start with like, hey, so Gina went to the store and she bought some toilet paper, and then she ran out because she had some bad diarrhea. So she had to get some tissues. And after that, she realized not even tissues. So I'm just making up a story. I don't. And then by the time, now that person has to tell, hey, Gina. And then before, the third person, like, so Tina had some bad diarrhea and started eating a lot of bread. And you're like, whoa, what? Fuck, that wasn't a story at all. And by the time it gets to the end, you're like, it's like Mike went to Great Adventure and spent the day there. You're like, holy shit, the difference in detail of both stories. You ever do that? Yeah. Well, that's what D is. Et finalement, AU, c'est la fraction de ces gens en seconde vague à avoir reçu des détails fantastiques qui ont la volonté et les moyens de partager l'histoire avec une plus grande audience, genre blog, chaîne YouTube ou magazine juste bon à servir de PQ. Eh ben, quand vous faites votre calcul, vous découvrez qu'il doit y avoir dans le monde près de 150 000 histoires pleines d'exagérations et basées sur rien d'autre qu'une méprise, voire même un mensonge, et disponibles à la croyance de quiconque a décidé qu'il voulait y croire. Et encore, au vu du nombre de messages et d'insultes que tu te prends quotidiennement, cette équation sous-estime Isn't that how church goes? More or less? No? probablement la réalité. Mon dernier mot sera ceci. Si un jour on détecte une autre forme de vie intelligente dans la galaxie, réalisez bien que ça a peu de chances de changer quoi que ce soit à notre situation collective. Parce qu'une fois qu'on les aura détectés, il faudra encore qu'eux aussi remarquent notre présence, ce qui pourrait prendre des siècles, des millénaires, voire des millions d'années. Et même s'ils prennent conscience de notre existence assez rapidement, il y a un autre problème. Rien ne nous garantit qu'ils seront davantage capables de quitter leur système stellaire que nous pour venir dire rapidement bonjour en face à face. Si la vie existe ailleurs dans l'univers, nous ne cesserons pas d'être seuls. Nous serons seuls, mais à deux. On se sentira peut-être un peu moins misérable en sachant qu'il y a une autre civilisation perdue très loin d'ici, mais il est très probable que, faute de pouvoir interagir de façon satisfaisante avec eux, on passera vite à autre chose et qu'ils feront pareil. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Yeah, but if you get a really long piece of string
and you attach an empty can on each side. No, that's a cartoon. Shit, I'm thinking of a cartoon. Thinking of Looney Tunes. Oh, never mind. chaîne d'Arnaud et à la mienne, Never mind. lever les yeux au ciel et à la revoyure. Yeah, that was an interesting video. It was like a half and half. Well, anyway, so yeah, what did we learn? Not much. We learned that we know that here in our circle, it's just us. It's just us. See, they said it. In our galaxy. I completely agree. But I that there's billions of galaxies they're saying now. Billions. Again, space is just too big for our little brain to comprehend. So, like he said, it's very possible there's some other kind of life form out there somewhere. There's just absolutely no way that both can interact with each other because the two cans don't have a long enough string. Simple. That's how you explain it to your kids. But anyway, always good videos, always good information, and always good of, being the king to intercept bullshit. King of intercepting bullshit is Astronogeek Arnold. Et bien voilà. Another good video. And I don't disagree. Take care. Peace out. À la prochaine.